Bonsoir à tous, merci d'être sur la 3 après les deux affiches de la Ligue 2 ivoirienne que nous vous avons proposées. Il y a encore du sport sur votre chaîne, la chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport. Et bien, ça se passera dans votre émission La Grande Team. Le programme, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Pour aujourd'hui, voici le sommaire. Au sommaire de la Grande Team ce soir, LGT News. Le point de la 18e journée de la Ligue 2, c'est dans Focus. Football ivoirien. Êtes-vous satisfait de l'organisation des clubs? On en parle en actu. Sans oublier les 8e de finale, retour de l'UEFA, Ligue des Champions. Toute l'équipe de la 3 vous souhaite une bonne émission. Bienvenue, vous l'aurez certainement compris aujourd'hui encore dans notre question LGT, un sujet concernant le football ivoirien. Je rappelle la question LGT pour vous. Êtes-vous satisfait de l'organisation des clubs? Pour participer, appelez-nous au plus 225 27 21 59 93 99. Une deuxième option pour nous écrire si vous souhaitez, eh bien c'est sur la page Facebook de la 3. Si vous voulez nous appeler, le numéro plus 225 27 21 59 93 99. Si vous voulez nous écrire, c'est sur la page Facebook de la 3. Eh bien, le débat s'ouvrira tout simplement. On part pour les news de ce soir. Du taekwondo pour démarrer nos news. Cissé Cheikh Salah, numéro 1 au ranking mondial. Le dernier classement du ranking mondial au taekwondo vient d'être publié. Cissé Cheikh Salah est confortablement assis dans le fauteuil de leader de plus de 80 kg. Une position qui n'est vraiment pas une surprise, tant le champion olympique Rio 2016 a démarré en trombe l'année 2023. En effet, Cissé Cheikh Salah compte à ce jour 3 médailles d'or glanées lors des 3 premières compétitions de ce nouvel an. Des performances qui le hissent à la tête du ranking mondial de sa catégorie. L'Ivoirien est bien parti pour une qualification aux prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Du para-athlétisme. Bonne moisson pour les athlètes ivoiriens au 7e meeting international de Marrakech. La moisson a été bonne pour la Côte d'Ivoire au 7e meeting international de Marrakech qui s'est déroulé du 9 au 11 mars 2023 au Maroc. L'équipe nationale paralympique a glané au total 6 médailles, dont une en or, 2 en argent et 3 en bronze. L'unique médaille en or de la team ivoirienne a été remportée par Dufy Richard au lancer de javelot avec 28,24 mètres. Le même Dufy Richard, engagé au lancer de poids, a terminé à la 3e place, synonyme de médaille de bronze. Au 100 mètres T46, Nguessan Akoué s'est adjugé la médaille d'argent. Kwasi Akoué, Konaté Zié et Kimou Frédéric se sont également distingués. En plus des médailles glanées, 3 minima de qualification pour Paris 2024 ont été obtenus par la délégation ivoirienne. Randonnée pédestre. La FIRAP conquit la région du Poro. Dans sa quête de promouvoir sa discipline, la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous était dans la région du Poro. Une randonnée de 5 km a été organisée à laquelle a participé le directeur de cabinet du président de la République, Monsieur Fidel Sarasoro. Je voudrais dire un grand merci au chef de canton qui était en première ligne du début jusqu'à la fin pour montrer son engagement et l'engagement de toute la population. Encore une fois, merci. Et je voudrais souhaiter que ce ne soit pas la dernière. Et en réalité, je voudrais souhaiter que chaque année, on se retrouve dans ce cadre-là pour magnifier le sport et pour signifier à toute la population que le sport est un facteur de rapprochement, de rassemblement et de bien-être. La présidente de la FIRAP, Marie-Laure Essan, s'est satisfaite de la bonne tenue de cette activité sportive et a invité les populations à la pratique de cette discipline. À noter que plus d'1 millier de personnes ont pris part à cette randonnée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sport est en train de gagner du terrain. Nous avons, par la politique gouvernementale, il faudrait que la population ivoirienne se fasse soigner par le sport. Nous avons amené la population ivoirienne depuis 2015 de 7% à 37% en 2022. Distinction
inspection. 53 maracaniers décorés par le ministre d'en haut. 53 maracaniers ont été faits respectivement officiers et chevaliers de l'ordre du mérite sportif ivoirien. On note parmi ces personnes distinguées 2 officiels et une grande partie des joueurs et encadreurs vainqueurs de la Maracane 2022 à Yaoundé. Visiblement heureux de cet acte posé par le ministre des Sports, Paulin Claude Danhaut, le président de la FIMADA, Bleu Charlemagne, a exprimé sa reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire. J'ai un seul mot à la bouche. Dis à monsieur le ministre, notre frère, toute la gratitude de la grande famille du Maracana en Côte d'Ivoire. Je me mets dans la peau de tous ses collaborateurs, ses athlètes, ses encadreurs, pour vous dire infiniment merci. Vous ne pouvez pas comprendre le sentiment qui me traverse au moment où je m'adresse à vous. Le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire, le ministre Paulin Claude Danhaut, a trouvé les mots justes pour encourager les maracaniers décorés. Nous sommes venus pour honorer ces athlètes et en même temps encourager la fédération ivoirienne de Maracana, dirigée de main de maître avec beaucoup d'abnégation et de témérité par M. Bleu Charlemagne. Quelles que soient les vicissitudes, ils ont progressé, ils ont fait de cette discipline sportive qui a connu sa source en Côte d'Ivoire, une discipline à part entière et aujourd'hui qui assure le rayonnement à la fois culturel et sportif de notre pays. Cannes 2025. Les visites d'inspection débutent la semaine prochaine. La Fédération africaine de football va entamer ses visites d'inspection dès la semaine prochaine en vue de désigner le nouveau pays qui accueillera la Cannes 2025. Cette mission sera accomplie par un comité d'évaluation indépendant qui aura en charge d'examiner les différentes infrastructures sportives, routières, hôtelières de chaque pays candidat. La Zambie sera la première nation visitée. L'Algérie et le Maroc suivront et le périple finira par la visite de la candidature commune. Nigeria, l'Afrique du Sud précédemment candidate, se serait retirée selon des sources. Première ligue anglaise, Liverpool veut brader Mohamed Salah. En pleine réflexion pour assurer la relève au niveau de son effectif, Liverpool aurait décidé de transférer Mohamed Salah. La révélation a été faite par Football Insider. En effet, pour ce chamboulement annoncé à grande pompe, l'attaquant égyptien de 31 ans serait l'une des grosses victimes. D'ailleurs, son prix a été fixé et tournerait autour de 57 millions d'euros, soit 37 milliards 335 millions de francs CFA. Un faible montant qui devrait voir de nombreux clubs du vieux continent se signaler pour Mo Salah. Voilà, tout simplement, je rappelle la question LGT, football ivoirien, êtes-vous satisfait de l'organisation des clubs? Voilà, ce soir, autour de moi, Henri Joël Bois. On peut commencer déjà à répondre? Mais non, attendez. J'ai ma réponse. Sans Sévérin, Roger Stéphane et l'infatigable Mohamed Ballo. Bonsoir, Ballo. Bonsoir, Jean-Baptiste. Allez, après la Ligue 2, vous enchaînez avec le plateau. Ça va, ça se passe? Ce sont les sacrifices du métier. C'est ça, merci beaucoup. Allez, Maître Bella. Décidément, Roger Stéphane, Salah, j'ai envie de dire, il roule au super, si c'est... Mais je veux dire, c'est parce qu'en fait, c'est parce qu'il est très jeune et puis il est notre contemporain. C'est pour ça qu'on n'a pas encore hissé un niveau où il doit être. Mais à la vérité, il est peut-être le meilleur athlète ivoirien de tous les temps. Parce qu'il a tout gagné. Jeux olympiques, Coupe du monde, numéro 1 mondial. Il écrase tout le monde. Il fait partie des athlètes africains qui constituent une terreur sur tous les tatamis dans le monde entier. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, il y a un numéro 1. C'est Cissé Cheikh Salah. Moi, j'adore ce garçon. Il a souffert sur les derniers Jeux olympiques, mais dès lors, il s'est rattrapé. Il a changé de catégorie de poids. Il s'est marié. Sa vie est stabilisée. Et c'est une bombe. J'adore ce garçon. Son palmarès est magnifique. J'ai envie de... Je sais que Kone Ouma, l'athlète paralympique, a plus de 80
médailles à son actif. Mais j'ai envie de voir si c'est chaque en a combien. Il doit avoir un bon paquet aussi. J'espère qu'on va l'avoir sur le plateau. Il va nous dire un peu exactement. Il a combien de médailles? Mais c'est un garçon magnifique que j'adore, ce Cissé Cheikh Salah. D'accord, en tout cas, félicitations à Cissé Cheikh Salah. On doit pouvoir compter sur lui, numéro 1, c'est pas donné à tout le monde. Bien sûr, et surtout, il engrance beaucoup de points pour se qualifier au Paris 2024. Paris 2024. Ouais. Voilà, et voilà, déjà avoir un athlète ivoirien présent là-bas, et puis surtout un athlète qui peut nous ramener des lauriers. Voilà, parce que on a des disciplines où on se qualifie, on s'en va, l'État les accompagne, qui reviennent bredouilles chaque année. Avec le taekwondo, on revient toujours avec des trophées. Et si aujourd'hui, quand même, c'est l'assurance quand même d'une médaille dans ces jeux-là. Déjà, c'est bien. Et on espère que voilà, la marche qui reste à franchir pour Paris 2024 ne sera pas aussi haute pour lui, afin qu'il puisse obtenir, je dirais, cette qualification. Allez, 2 infos fraîches pour vous, férus de sport, avant de poursuivre. CAN 2023 éliminatoire, Jean-Louis Gasset dévoile sa liste ce mercredi. En prélude des éliminatoires de la CAN 2023, le sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset, communiquera sa liste demain. Les éléphants, faut-il le souligner, disputeront 2 matchs contre les Comores le 25 mars au stade de la Paix de Bouaké, totalement réhabilité sous le coup de 16h, et le 28 mars au stade Omnisport de Maluzini. Poursuivons avec la Coupe du Monde 2026. La FIFA confirme la compétition à 48 équipes. C'était dans les tuyaux et depuis ce mardi, l'information est officielle. La prochaine Coupe du Monde 2026 se disputera avec 48 équipes. Ainsi, on a décidé la FIFA. On aura 12 groupes de 4 équipes. Les 2 meilleurs de chaque groupe et les 8 meilleurs troisièmes seront les qualifiés pour les 16e de finale. Ballot, je vous emmène sur l'info concernant la CAN 2023 et la prochaine sortie des éléphants de Côte d'Ivoire. Allez, ça y est, on attend des innovations. Hein. C'est vrai que depuis que Jean-Louis Gasset a pris les rênes de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a une ossature qui se dessine à chaque sélection, mais nous, on s'attend à une multiplication des options. On l'a plusieurs fois répété sur ce plateau. On a Jean-Eudes Daoulou qui s'est bien comporté récemment. On a Bayo Vakoun aussi qui est pas mal. On a Alain Zadi, le jeune gardien de l'AS Monaco. Donc on s'attend à voir de nouvelles têtes parce que je pense que ça doit être une revue des troupes, surtout par rapport à la sélection ivoirienne, une revue des troupes en vue de pouvoir dessiner une ossature finale pour la CAN 2024. Donc moi j'attends de cette liste-là des innovations, de nouvelles têtes. J'attends de voir de nouveaux joueurs convoqués pour voir comment est-ce qu'on peut avoir plusieurs options qui s'offrent à nous lors de cette CAN 2024 à venir. Alors, parlons de la Coupe du Monde 2026, Saint-Séverin avec vous. Allez, 48 équipes. Là, on est parti pour avoir nos places. Enfin, oui. 9 places. Oui, 9 places plus une place. Ça va faire 10. Voilà, un barragiste. Donc, normalement, ça doit faire 10. Si le barragiste se qualifie. Voilà, si le barragiste se qualifie, ça fait une belle option pour l'Afrique qui a toujours défendu le fait que les places en Afrique se vendaient très cher et que certains continents avec moins de pays avaient plus de places. Donc on verra désormais. On croise juste les doigts que certains tout petits poussés du continent ne se retrouvent pas là-bas pour aller prendre des scores fleuves. Mais je pense que ça donne au moins une chance à certaines nations, comme l'Égypte, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, qui restent souvent sous le carreau, d'être présents à ce grand rendez-vous-là. C'est une bonne chose, c'est une révolution et de plus en plus la FIFA fait des choses pour satisfaire certaines confédérations. D'accord, donc finalement le schéma, Roger, c'est plus de pays, le temps aussi de la compétition forcément. Oui, mais évidemment, vous avez 48 nations, ça fait beaucoup de matchs. 102 matchs. Vous êtes passé à 12 poules, ça fait beaucoup de poules. Et puis vous avez 3 pays organisateurs, Canada, Mexique, États-Unis qui vont l'organiser. Et puis un peu plus tard, j'ai vu quelque part Portugal, Espagne et Maroc en 2030, vrai ou faux, je n'en sais rien. Mais sur ça, autant le nombre de pays augmente pour l'Afrique, le nombre de pays augmente également pour les autres confédérations. Donc c'est ça. Maintenant, on attend de voir comment est-ce que la Confédération africaine de football va organiser ou réorganiser les éliminatoires sur le continent africain. Parce que sur la dernière formule, on avait une formule à 3 tours. Sur le dernier tour, on avait 10 nations, confrontation directe et 5 qualifiés. Bon, est-ce qu'on va garder ça? Parce que si on ne fait pas attention, on pourrait avoir quelques pays, excusez-moi, de petites nations qui vont à la Coupe du Monde et qui ne vont pas être un bon représentant comme les Zaïre
en 1974, qui allait à la Coupe du Monde et qui a pris des buts en un point fini. 11-0 en un point fini. Donc, il faut que on réfléchisse à une formule qui permet d'avoir effectivement des grandes nations africaines à cette compétition. Les 5 qui sont partis là de 9, on les a vus, mais si à ça, on peut ajouter Égypte, Côte d'Ivoire et autres, ce serait bien. Donc, maintenant que le temps est donné sur le nombre, il faut que la réflexion soit menée au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football pour trouver la bonne formule pour le continent africain. Bon, j'aimerais rassurer Roger Stéphane. C'est vrai qu'il y a encore de petites nations. C'est vrai qu'il y a encore de petites nations, mais il faut se féliciter du fait qu'au niveau de l'Afrique, il y a des nations qui sont en train de grandir petit à petit. On croise les Comores qui sont en train de grandir. On a la Mauritanie, on a Madagascar. Donc, je pense qu'au niveau de l'Afrique... C'est bon, merci beaucoup, monsieur. Je préfère voir Nigeria au mondial que Comores et choses. Donc, attention. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour créer la surprise. Allez, merci beaucoup. Vous êtes sur la 3, ici on parle sport. Et information aussi de taille, l'ABC Fighters est en train là de faire sa deuxième sortie au niveau de la Basketball Africa League. C'est très serré. Troisième carton, 52-54 en faveur de Reg. Ah, c'est chaud. Allez-y, les Abidjanais, les Fighters, allez-y, faites ça pour nous, tout simplement. Allez, au fur et à mesure, on donnera bien sûr les résultats. Le point de la 18e journée de la Ligue 2, eh bien, c'est dans notre focus. Les deux matchs de clôture de la 18e journée de la Ligue 2 se sont disputés cet après-midi même. Champroux était en direct, bien sûr, sur la 3. Vous avez pu naturellement suivre ces deux rencontres-là. Et il concernait la poule A. Les FIM et Issiawazi viennent de s'affronter, tandis qu'en levée de rideau, l'ES Bingerville était à l'épreuve de la JCAT. Henri Jouel, en cas de victoire, l'ES Bingerville avait l'occasion de doubler l'Africa Sport et de prendre la 3e place de ce groupe A, de la poule A. Quelle analyse vous faites de ce match-là face à la JCA? Je dirais qu'une équipe de Bingerville tétanisée peut-être pas l'enjeu et surtout pas l'envie, l'objectif qui était là pour l'équipe. Une équipe de Bingerville qui est rentrée difficilement dans le match, qui tout de suite a subi le jeu et surtout qui a été pressée, mais depuis à sa base défensive par une équipe de la JCA. Il faut rappeler aussi que la JCA, quand même, avait besoin de cette victoire pour se sortir un tant soit peu de la zone rouge. Donc, en début de rencontre, on l'avait dit, l'objectif, l'enjeu plutôt, c'était la victoire pour les deux équipes, mais l'objectif était différent pour chaque équipe. Gagner et arriver sur le podium pour l'équipe de l'US Bingerville, et puis gagner pour se sortir de la zone rouge pour l'équipe de la JCA. Et à ce jeu, c'est la JCA qui va s'en sortir, mais difficilement, parce que, comme je l'ai dit, les 45 premières minutes ont été dominées par la JCA. Ensuite, on revient des vestiaires. Le jeu devient un peu, le rythme baisse un peu en intensité. Ensuite, il y a ce carton rouge contre la JCA. Là, on se dit, OK, les choses ont changé. Bingerville peut-être va pouvoir se retrouver, sauf qu'il se retrouve pendant 10 minutes et puis après, plus rien. Si ce n'est ce coup franc, lointain, mais très lointain, où le gardien se trouve complètement. Voilà. Il glisse. Se trouve un peu. Et derrière, je dirais que c'est une victoire méritée pour la JCA. Tant ils ont dominé la première partie et surtout ils ont été solides après la sortie de leurs joueurs. Allez, quel coup franc. Saint-Séverin, s'il vous plaît. Comment vous jugez justement là le travail de Gba Bernardin? Gba Bernardin fait beaucoup de bien à cette équipe de Bingerville. Mais je vais dire, depuis quelques années, pour moi, Bingerville s'est satisfait de la Ligue 2. Et je ne comprends pas pourquoi. Aujourd'hui, par exemple, l'équipe avait l'occasion de doubler l'Africa qui est 3e, je pense. 3e, oui. 3e au classement. 7 points. Voilà, au classement. Et s'est rapproché un peu de la tête pour pouvoir espérer, voilà, surtout avec les couacs de Zoman et de Boisflé qui sont en tête, voilà, espérer se rapprocher des équipes de tête. Mais j'ai l'impression que chaque année, c'est l'éternel recommencement à Bingerville. Quel que soit le recrutement, quels que soient les moyens que les dirigeants mettent, l'équipe n'arrive pas à se surpasser. Ça fait près d'une dizaine d'années que l'équipe est en Ligue 2, qu'elle est retournée en Ligue 2, elle n'arrive pas à s'en sortir. Avant, il y avait des coachs comme Camara. Aujourd'hui, il y a Gba Bernardin qui a fait l'Africa Sport, un grand club du pays, et qui aujourd'hui apporte sa science. Mais véritablement, je crois qu'il y a un problème au niveau même de l'état d'esprit des joueurs de cette équipe-là qui n'arrivent pas à se surpasser saison sur saison
pour arriver en Ligue 1. Mais l'effectif dont vous parlez, sous les camarades, il y avait les Enza, le petit Enza Diabaté. C'était la génération dorée de l'entente sportive de Benjerville, avec un excellent entraîneur. Mais oui, depuis, on ne reconnaît plus cette équipe de Benjerville. Il y a longtemps qu'elle végète un peu dans cette Ligue 2. Maintenant, sur ce match-là, face à l'équipe de la JCA, il y a 3 éléments. Vous avez la domination de la JCA en première période, qui a le match, il manque d'efficacité. Ensuite, en seconde période, vous avez le carton rouge, vers la 60e minute pour l'équipe de la JCA. Juste après, vous avez le réveil de l'équipe de l'EFIM, qui est, enfin, je dis l'EFIM de Benjerville, qui est en supériorité numérique. Et puis, le dernier élément, c'est ce cadeau royal-là, sur cette appréciation de cette trajectoire du ballon du portier de l'équipe de Benjerville. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a glissé? Sans Séverin, il a glissé, je ne pense pas. Je crois qu'il a une mauvaise appréciation. Il a une mauvaise appréciation. Voilà. Il a une mauvaise appréciation de la trajectoire du ballon. Et dès qu'il se sent lobé, c'est sur le retour maintenant qu'il perd son équilibre. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est à lui tout seul qui donne quasiment la victoire à l'équipe de la JCA, qui était réduite à 10, qui a bien tenu, qui a contenu Benjerville. C'est un peu dommage, ce résultat-là. Mais je pense que c'est cette erreur du gardien qui donne la victoire à la JCA, même si la JCA a quand même dominé son match. Il n'y a que les joueurs, le public de l'Africa qui se réjouit de la façon dont se déroule cette journée. Parce que aussi, hein. Tous ceux qui pouvaient les dévancer au classement ont connu des couacs. Et donc, l'équipe vert rouge sera face à son destin. Dimanche prochain, face aussi au Boisflé, le peuple vert et rouge attend ça. Ça, c'est noté, c'est noté. Ballot sur la deuxième affiche. On a eu EFIM Issia, victoire de l'EFIM de M. Siaba. 3-2. Qu'est-ce que vous pouvez retenir, bien sûr, de cette rencontre-là? On peut retenir déjà que l'EFIM a fait valoir des capacités mentales, parce que l'EFIM menait au score. Issawazi est revenu. Et ensuite, tout à fait, Issawazi est même passé devant. L'EFIM a égalisé et ensuite est passé devant au score. Mais je pense que pour ce que j'ai pu observer, il y a quelques errements défensifs, hein, notamment dans la défense d'Issawazi sur le but de l'égalisation. Il y a une défense qui n'était pas, pour moi, bien en place. Mais sinon, au fond, je pense que l'EFIM est allé chercher sa victoire grâce notamment à un bon milieu de terrain, Toura Habib, qui a bien travaillé en milieu de terrain. Il y a eu une équipe aussi qui a su utiliser les couloirs, hein, parce que très souvent, on a eu de bons centres qui sont venus dans la surface de réparation. Hormis l'erreur défensive de l'EFIM, où il y a pratiquement un but contre son camp sur une frappe du joueur d'Issawazi, je pense que c'est une équipe qui a eu de grandes qualités offensives, qui a su concrétiser des occasions, mais qui a su aussi utiliser certaines individualités dont Touré Habib, le milieu de terrain. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi Roméo, le joueur de l'EFIM aussi, qui a su tout simplement montrer de grandes qualités. Mais sinon, défensivement, il y a beaucoup de choses à faire de part et d'autre. Henri, Joël Bois, derrière, c'est vrai qu'au début de ce championnat-là, vous êtes allé voir le président dans un élément, un reportage qui a dit faut qu'on monte, l'objectif c'est la montée, tout ça. Mais par rapport à tout ce que vous observez, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement, l'objectif c'est le maintien, que ce soit pour l'EFIM comme le club qui était en face? Bien sûr. Aujourd'hui, et je me rappelle très bien je me rappelle ce discours hein, d'Hervé Siaba en début de saison. D'abord, d'ailleurs, le premier match de son équipe, c'était face à l'Africa. Il avait dit, c'est vrai... Match nul, non? Oui, match nul, il est supporter de l'Africa, mais quand il s'agit quand même de ce qu'il lui apporte à manger, voilà, il n'y a pas de famille. Donc, c'était pour rigoler. Et il avait dit, l'ambition, c'était d'assurer la montée cette saison. Et surtout, vous savez, ce qui me plaît dans cette équipe de l'EFIM, c'est un club formateur, il faut le savoir, et qui a plusieurs joueurs dans plusieurs clubs. Et lui-même, en son sein, au sein de son équipe, quand même, il y a certains joueurs qui participent aux compétitions internationales avec les équipes jeunes de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, j'ai vu là, en cet effectif-là, quand même, du potentiel pour pouvoir assurer cette montée-là. Sauf que, vous savez, au niveau de la Ligue 2, c'est vrai, il faut avoir cette envie, il faut avoir le potentiel, mais il faut aussi avoir les joueurs expérimentés pour y arriver. On parle beaucoup d'Isca, parce que Isca, en son sein, il y a plusieurs joueurs qui ont déjà évolué en Ligue 1 qui sont dans cette équipe de Isca. Je pense que c'est ce qui a un peu manqué dans cette équipe de l'EFIM, parce que c'est vrai, on a Zawobi Roméo, mais quand même, on a beaucoup de jeunes joueurs. C'est vrai, ils jouent bien, mais souvent, ils pêchent au niveau de la finition.
Aujourd'hui, par exemple, vous avez vu, ils auraient pu perdre ce match. Mais derrière, voilà, avec ces ressources mentales, là, ils ont pu s'imposer. Mais ça ne peut pas arriver tous les jours. Et c'est ce qui a été, je dirais, la grosse difficulté de cette équipe de l'EFIM cette saison, qui, pour moi, a été une bonne équipe, mais pas une équipe capable quand même d'assurer une montée. Oui, ajouter quelque chose, ça n'a pas été la journée des gardiens, que j'ai trouvé pas du tout bon aujourd'hui, que ce soit sur le premier match de Benjerville ou sur le deuxième. Vraiment, il y avait très souvent des sorties hasardeuses, des prises de balles qui n'étaient pas très sûres. Donc, côté gardien, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas été servi. Allez, la situation dans le groupe A, c'est dans quelques secondes seulement, Roger Stéphane. Non, ça veut dire que sur la montée dans ce groupe-là, on va pas se le cacher. Hein. C'est vrai qu'on a assisté à un très beau match. Deux équipes qui ont montré qu'elles avaient de la ressource avec un superbe scénario à la matière de l'EFIM. Mais sur la montée, on ne va pas se le cacher. Ça va se jouer entre trois clubs. Boisflé, Zoma et Africa. C'est vrai qu'en Ligue 2, ça va vite. Hein. Vous enchaînez 2-3 victoires, vous montez. Si vous faites l'effet contraire, vous descendez. Mais je pense que sur ce qu'on a vu depuis le début de la saison, Boisflé a de la qualité, une équipe un peu complète. Zoma a beaucoup de ressources et l'Africa a de l'orgueil. Je pense que c'est sur ces trois équipes-là qu'on va aller chercher l'équipe qui va monter au niveau de cette poule A. Pour l'instant, ça sourit très bien à Boisflé qui a 34 points, même s'ils ont coincé. Ça sourit bien également à Zoma qui a 33 points, même si Zoma a coincé. Maintenant, on attend de voir l'Africa qui était absent de cette journée-là, comment l'Africa va réagir après la défaite face à Zoma et sur le prochain match, comme dit Séverin, face à l'équipe de Boisflé. Ça va être l'un des tournants de la saison, mais je pense que c'est sur ces trois équipes-là que va se jouer la montée au niveau de cette poule A, à mon avis. D'accord, le calendrier n'est pas quand même fameux pour l'Africa. Ouais, mais c'est vous qui avez compliqué ça. Coup sur coup, les deux équipes qui sont devant. Non, mais justement, le calendrier était très bon. Pourquoi? Parce que l'Africa avait enchaîné 2 victoires. Si l'Africa avait gagné Zoma, l'Africa battait un concurrent direct et se plaçait. Ouais, justement. Maintenant, si l'Africa enchaîne pour battre Boisflé, l'Africa passait devant. Le calendrier était bon pour qu'il y ait tout de suite la confrontation directe. Voilà, en confrontation directe entre les deux adversaires directs. Malheureusement, l'Africa a mal géré Zoma. Si l'Africa gère mal Boisflé, bon, sans Séverin, ça va chauffer chez vous. Ça sera chaud. Et justement, il reste encore 15 points à prendre, on essaierait. Les résultats, bien sûr, complets de cette 18e journée de la Ligue 2. Voilà, avec ADFK qui a fait maintenu, il était face aussi au Boisflé. L'Amphira Sport qui a battu l'ES Boaké 1-0. Agir qui a fait 1 but partout face à Zoma FC. Ils ont coupé la poire en 2. La JCA s'est imposée 1-0, vous l'avez vu sur notre antenne. l'EFIM a fait une remontada face à Issa Wazi pour s'imposer 3-2. L'Africa Sport est exempté. ADFK a fait un but partout avec le WAC 1-1. Tout à fait. Et ADFK aussi a fait 1-1 avec le CO Boisflé. Donc on constate que les scores sont assez étriqués. Les équipes se sont assez tenues sur cette journée. Allez, voyons en même temps le classement sans plus tarder, toujours avec Ballot. Ouais, le classement avec le CO Boisflé qui est en tête avec 34 points, goal average de plus 11. Zoman qui a 32 points, c'est toujours serré. 2 points entre les deux équipes. L'Africa Sport avec 27 points. L'Amphira Sport qui se rapproche de l'Africa Sport, attention, 26 points. L'ES Benjerville qui avait l'occasion de recoller au basque de l'Amphira et de l'Africa Sport. L'occasion a été manquée aujourd'hui avec cette défaite 1-0. 21 points. Agir, 21 points, égalité de points avec l'ES Benjerville. l'EFIM également 21 points. Donc on voit que au niveau du milieu de tableau, les équipes de Benjerville, d'Agir et d'EFIM se tiennent. ADFK 8e, 20 points. Issa Wazi 19 points. L'ES Boaké 19 points, 10e. Et justement les 3 derniers, les 3 relégables précisément. Le WAC 11e, JCAT 12e, l'ES Ouagayo 13e. La JCAT s'est donné un bol d'air aujourd'hui avec sa victoire. Il faut rectifier l'ES Benjerville, c'est 25 points. 25 points, d'accord. Parce qu'en cas de victoire aujourd'hui, Benjerville avait 28 points et se plaçait devant l'Africa. D'accord, allez. Sur Boisflé, à 7 points de l'Africa, c'est cela. Ouais. Et Zoma à 5 points. La montée est jouable pour le club. D'accord. Et justement sans Séverin, cette dernière ligne droite, si on peut l'appeler comme ça, comment justement le club vert et rouge, les Aiglons justement, doivent l'aborder? JB, il faut être cash. L'Africa doit gagner tous ses prochains matchs. Le plus difficile, je vais dire, c'est celui contre le leader qui arrive dimanche prochain. Il faut bien le négocier. À défaut de le gagner, il ne faut pas le perdre. Prendre un point. Ensuite, je pense qu'il va rester 5 ou 6 matchs
au club vert et rouge. Il reste actuellement 7 matchs. Il va falloir gagner ces matchs, il va falloir les jouer comme des finales. Parce que Roger Stéphane l'a dit tout à l'heure, il y a un joker qui a déjà été grillé, face à Zoma. Et ça, je pense qu'en fin de championnat, ça peut peser dans la balance. Il ne faut pas griller un autre joker contre Bois-Fleuve. Sinon, le moral des joueurs va prendre un coup, le moral des dirigeants et tout le monde. L'Africa doit jouer tous les autres matchs à venir comme des finales. C'est entendu. Alors, une bonne nouvelle peut-être pour l'Africa. Le prochain match, c'est face à Bois-Fleuve, donc la possibilité de se rapprocher du leader. Ensuite, l'Africa peut observer le duel qui va se passer entre Zoma et Bois-Fleuve et profiter peut-être de ce duel-là pour encore plus se rapprocher du leader. Donc tout est jouable, sauf que l'Africa aujourd'hui, je pense que l'Africa, son véritable adversaire, c'est l'Africa. D'accord. Allez, Balo, s'il vous plaît. On va jeter à présent un petit regard dans la poule B, la poule d'en face, avec les résultats suivis du classement. Oui, dans cette poule B, il faut signaler qu'il y a 2 foudres de guerre, Iska et Mouna. Et justement, Iska s'est imposé à justifier son statut en battant l'OC Tabo 3-1. L'OFC Adiaké s'est incliné face à Yamoussoukro FC 2-1, qui finalement est en train de revenir petit à petit. Songon FC a battu Guéry FC 2-0. Kozap s'est incliné lourdement face au FC Mouna 3-0. On le constate, Iska et Mouna ont justifié leur statut de leader dans cette poule. L'AS Standa a battu le Sirocco FC 3-0. Décidément, ça ne va plus du côté de Sirocco. L'US Fermier a fait un score d'un but partout, un score de parité avec le RFC Aboisseau. Un but partout et le CO Sport était exempté. D'accord. Allez, le classement tout de suite, sans plus tarder, Balo. Ouais, le classement avec Iska qui a 37 points, FC Mouna 35 points et juste en embuscade derrière avec le RFC Aboisseau. D'abord Yamoussoukro FC qui est 3e avec 30 points, à 5 points de Mouna et 7 points d'Iska. Attention à ne pas se faire larguer. Le RFC Aboisseau est 4e avec 26 points. Songo FC qui est 5e avec 22 points. L'AS Standa 6e, 21 points. L'OC Tabo qui est 7e avec 19 points. L'OFC Adiaké 19 points également. Guéry 9e, 18 points. L'US Fermier qui est 10e avec 17 points. Et les 3 derniers, les 3 relégables. Kozap 11e, CO Sport 12e et Sirocco FC qui est la lanterne rouge. D'accord. Alors, Roger Stéphane, quel regard global vous jetez sur le mano à mano se poursuit entre Iska et Mouna FC. Je pense que ce sont ces 2 équipes-là qui vont maintenir le cap certainement pour la montée dans cette poule B. Il y a 2 points seulement qui séparent ces 2 formations. C'est très très serré entre ces 2 équipes. Je crois que depuis le début de la saison, Yamoussoukro a occupé le fauteuil de leader, Mouna a occupé le fauteuil de leader et Iska a pris le pouvoir. Iska, c'est une très belle équipe. C'est la meilleure attaque de la poule avec plus 16. Bravo à cette équipe de Iska. Maintenant, dans le bas du tableau, je jette un coup d'œil. Il y a une superbe équipe il n'y a pas longtemps. Le CO Sport de Saint-Pedro qui est en difficulté. Mais en tout cas, bravo à Iska, bravo à Mouna FC. Mais attention, Yamoussoukro n'a pas encore totalement décroché. Yamoussoukro a 30 points, 5 points de retard sur le deuxième qui est Mouna et 7 points sur l'équipe Iska. Tout est encore jouable pour l'équipe Yamoussoukro qui, je le rappelle, l'année dernière était dans la poule B avec l'Africa Sport, a joué la montée jusqu'à la dernière journée entre Africa Stade et Yamoussoukro. Cette année encore, Yamoussoukro est là, est en troisième position dans la poule B. C'est jouable également pour l'équipe de Yamoussoukro. Il y a un dernier Mouna Iska qui arrive. D'accord, c'est noté. C'est un championnat que vous avez la possibilité de suivre sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport. 4e quart-temps, ABC 62, Reg 63. C'est vraiment serré. Les fighters peuvent le faire et on sait compter sur eux. Nous allons marquer une courte pause et on revient dans quelques minutes seulement pour la suite de cette émission. Nouveau week-end de football sur la 3 avec les compétitions interclubs de la CAF, mais aussi la première ligue anglaise. Centre et l'égalisation de Mohamed Abdelmonem. Vendredi 17 mars 2023, 5e journée de la Ligue des champions CAF, groupe B, Coton Sport du Cameroun, Al Ahly d'Égypte. Match à 16h, prise d'antenne, 15h45. Et le pied droit et la réduction de l'écart par Patient Ouassou. Lui important pour Coton Sport qui relance complètement les débats. Groupe D, CR Belouizdad d'Algérie, Zamalek d'Égypte. Match à 19h, prise d'antenne, 18h30. 1-0 pour la formation de Belouizdad. Samedi 18 mars 2023,
28e journée de la première ligue anglaise. Southampton, Tottenham, match à 15h. Prise d'antenne, 14h30. Seule la récupération. Là, c'est bien joué. 5e journée, Ligue des champions CAF. Groupe A, JS Kabylie d'Algérie, Petro Luanda d'Angola. Match à 19h. Prise d'antenne, 18h45. Et le coup de tête surpuissant du capitaine Bener El Souyan pour faire basculer ce match. Et le public d'Alger dans la folie. Dimanche 19 mars 2023, 5e journée, Coupe de la Confédération CAF, Groupe D, Young African de Tanzanie, US Monastir de Tunisie. Match à 16h, prise d'antenne, 15h45. Tête magnifique du Malien, Boubacar Traoré. Groupe B, DC Motema Pembe de RDC, ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Match à 19h, prise d'antenne, 18h15. Quelle passe de 5 Extérieur du pied, magnifique. Et il ne peut que placer l'intérieur du pied. Ah, quel joyau local du football en ce cas. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. J'aimerais vous dire qu'on est très heureux de retrouver la grâce, le sourire, la lumière, le soleil de Marc-Dominique. Je pense qu'on a sorti parce que tu portes une très belle robe. Ah oui, suivez mon regard. Anaconda ne dit rien. Sujet chaud, actualité brûlante, place au sommaire. Donc tu peux faire beaucoup de choses pour l'argent alors. Avec ma bouche, oui, mais non pas... Un artiste ne peut pas faire 10 métiers en même temps. Tu ne peux pas gérer 10 bureaux. Tu es footballeur, tu es chorégraphe, tu es chanteur, tu es danseur, tu es peintre. Au juste, qu'est-ce que je fais avec toi si tu as 10 boulots? Oui, non, moi je ne chante pas, mais il fait ça comme ça pour m'amuser. Oh, abomination. C'est quand tu dis c'est grave. Je peux parler. Moi, c'est ça qui nous suit. Donc, si on tourne, on dit. Oui. Après, il faut m'inviter à aller manger. Donc aujourd'hui, là où tu es là pour les fêtes, tu as refusé les poissons de Sarah Junior. La plus forte somme que tu as reçue, c'est combien? Il y a quoi? Tu n'attends pas, waouh! Il y a caillou dans ton... Voilà, il y a caillou dans ton oreille. Moi, je ne sais pas. Quand on a eu cet argent-là, moi et lui, on ne s'est pas assis pour signer un contrat. C'est un jeton qu'on a partagé. Tu as reçu les 2 millions ou pas? Tu ne m'as pas donné 2 millions, c'est moi qui t'ai remis 1 million. Moi? Qui c'est? Je t'ai jeté la petite, tu vas te suicider. Ta carrière, il y a projet de médicaments de Napoli. Non, il n'y a pas de projet de médicaments, c'est pour ouvrir pharmacie ou bien. Là, c'est des questions, monsieur. Les bagues, tête de mort, tu as beaucoup sur tes doigts là. Ça signifie quoi? Chacun son style, mon vieux. Toi là, tu portes les chapeaux bizarres. Bon, tu te crois au pôle Nord, il y a quoi? Merci à tous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité à PPLK. Vous donnez rendez-vous demain, même heure du canal. C'est la 3. Pipolémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. « 419 clubs prennent part aux compétitions de la Fédération ivoirienne de football. Cette saison, confrontés à des difficultés financières, ils ne sont pas exempts de tout reproche dans leur organisation et fonctionnement. La grande team décide de crever l'abcès. Mais avant d'ouvrir le débat, suivons ensemble cette vidéo. Les clubs sont des associations sportives qui, selon la loi sur le sport, sont des regroupements de plusieurs personnes physiques ou morales qui ont pour vocation à titre principal l'organisation et la promotion du sport à l'intention de leurs adhérents ou de leurs membres, l'encadrement des sportifs en activité ou en fin de carrière,
Les associations sportives sont régies par leur statut et leur fonctionnement par la loi relative aux associations et par les dispositions de la présente loi. Les statuts des associations sportives sont librement définis par leurs membres. Pour la saison 2022-2023 de la Fédération ivoirienne de football, 419 clubs sont engagés dans les différentes compétitions de la première à la 5e division. Le constat est que la plupart sont issus des centres de formation. En plus, dans leur fonctionnement, l'exécutif se résume à la personne du président qui détient presque tous les pouvoirs. Les autres membres et les supporters sont rarement visibles ou décisionnaires. 42 de ces clubs sont censés avoir un statut professionnel, mais dans les faits, seul l'ASEC Mimosa est digne de ce nom. Les tensions récurrentes liées au décaissement des tranches de subventions en raison des difficultés pour produire des justificatifs comptables traduisent clairement la difficile mutation. Dépourvus pour l'écrasante majorité d'infrastructures sportives, les clubs ivoiriens peinent à boucler leur budget à cause de leur modèle économique caractérisé par des chapitres comme la billetterie, le sponsoring et le merchandising réduits à la portion congrue. C'est dans cet environnement que la fédération essaie de mettre en œuvre des réformes comme l'application d'un SMIG, le contrôle de gestion et l'augmentation de l'assistance financière. Mais celle-ci tarde à produire les résultats escomptés. Football ivoirien, êtes-vous satisfait de l'organisation des clubs? C'est notre question LGT. On ouvre le téléphone sans plus tarder. Plus 225 27 21 59 93 99. Et sur la page Facebook de la 3, une réaction tout de suite, François Popsi. Trop d'amateurisme, nos clubs sont gérés comme des équipes de quartier qui jouent les tournois de vacances. Messieurs, même question que je vous adresse maintenant. Ardoise, s'il vous plaît. Et derrière, vous allez argumenter. Êtes-vous satisfait de l'organisation des clubs ivoiriens? Derrière, je vois un non pour Ballot, non également pour Roger Stéphane, Sansévérin et Henri Joël, non pour tout le monde. Donc, un bashing, hein? le non à 100%. Henri Joël Bois, nous vous écoutons. Alors peut-être on va se faire beaucoup d'ennemis aujourd'hui, mais bon. On en a l'habitude. Il faut y aller parce que dans l'élément, on a parlé de la SEC, qui aujourd'hui est comme peut-être l'arbre qui cache un peu la forêt. Il y a quelques clubs qui essaient quand même d'imiter un peu la SEC en termes d'infrastructure, parce que l'organisation, ça prend beaucoup de choses en compte. Hein. Ça prend l'organisation même en son sein, comment le club est organisé, est-ce qu'il y a une direction peut-être de la comptabilité, est-ce qu'il y a un bon staff médical, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et quand on regarde un peu le comportement ou surtout le tableau de nos différents clubs ici, c'est pour cela que j'ai mis ce nom-là. Ils ne répondent même pas à ces critères. Et même les clubs aujourd'hui qui tentent même d'avoir quelques infrastructures sportives à leur disposition, ces clubs-là même, je ne pense pas qu'ils rentrent un peu dans une organisation normale pour un club de football. Donc je pense que c'est pour cela que j'ai mis non. Il y a beaucoup de choses à dire et peut-être au Nous allons fur et à mesure, développer. Pour l'instant, on va prendre aussi l'avis de Sansévérin. J'ai mis un non simplement parce que la base et le minimum n'y sont pas. Un club professionnel, c'est d'abord une équipe de jeunes, ensuite une équipe senior qui joue le championnat d'élite, qui est mise dans les conditions. Aujourd'hui, pour la plupart des présidents de clubs en Côte d'Ivoire, être dans les conditions, c'est juste payer le SMIC. Avant de venir à cette émission, j'ai vu le contrat de joueurs de 7 équipes. Il y en a 16 dans le championnat. En Ligue 1. Donc en Ligue 1. Partout, c'est mentionné 160 000, 160 000, 160 000. Parce que la Fédération ivoirienne de football a dit qu'il faut un effectif de 20 joueurs professionnels qui seront payés à partir d'un SMIC. Alors, c'est devenu la norme. Mais là encore, il y a un joueur qui me fait savoir que ce n'est même pas ce qu'on lui donne. Je lui ai dit, sur 160 000, on peut te donner 120, 150. Il y en a qui on donne exactement les 160 aussi. Mais je lui ai dit, ça, on ne peut pas grandir avec ça. Okay. Beaucoup de présidents ont parlé de sociétés sportives. Elles peinent à arriver. Je lui ai dit,
On ne peut pas se contenter pour un pays comme la Côte d'Ivoire d'avoir des clubs à ce niveau, même si beaucoup font les efforts, et notamment l'ASEC Mimosa, qui est irréprochable dans certains domaines. D'accord, c'est à noter. On note l'avis de Saint-Séverin. Je vais prendre l'avis de Ballot et ensuite Roger Stéphane. Non, non, parce que je pense qu'un club organisé se caractérise par 4 points principaux. Les moyens logistiques, les moyens de communication, les infrastructures et les moyens financiers. Lorsqu'on regarde nos clubs, en ce qui concerne les moyens logistiques, pas beaucoup de clubs ont un car digne de ce nom, un car moderne, capable d'assurer un certain nombre de distances, capable de pouvoir transporter les joueurs dans de meilleures conditions pour pouvoir exercer leurs fonctions. En ce qui concerne les infrastructures, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont déjà des salles de gym modernes. Dans les clubs modernes en Europe, on a des salles d'entretien musculaire. On a aussi tout simplement des moyens de décrassage pour les joueurs. En ce qui concerne nos clubs ivoiriens, ça n'existe pas. Hormis peut-être l'ASEC qui essaye d'être dans les normes, ça n'existe pas. On a aussi les moyens de communication. Il faut savoir que sur d'autres tropiques, les clubs ont minimum des radios pour pouvoir communiquer sur l'ensemble des différentes actualités des clubs. En ce qui concerne les moyens financiers, là encore, c'est la catastrophe parce que pour certains clubs, des clubs sont dans l'incapacité même d'assurer le paiement régulier des salaires des joueurs. Notamment, il y a des clubs comme le CO Korogo qui accusent certains retards dans l'exécution de la paie de leurs joueurs en ce qui concerne le fonctionnement financier de leur club. Donc, lorsqu'on regarde ces 4 critères logistiques, communicationnels, financiers, on voit que les joueurs, les clubs ne répondent pas aux normes des clubs modernes et structurés. C'est noté. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Football ivoirien. Êtes-vous satisfait de l'organisation des clubs? Roger Stéphane, vos arguments? Non, je veux dire, le nom est une évidence. On ne va pas se le cacher. C'est vrai que je voudrais saluer les présidents des clubs parce qu'ils font beaucoup pour le football ivoirien. On ne va pas le cacher non plus. Ils ont des clubs, ils les entretiennent. Grâce à eux, on a notre football, on a un championnat local, etc., etc. Ils font beaucoup d'efforts. Mais on ne va pas se le cacher parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des modèles de certains clubs en Afrique du Sud ou bien des modèles de certains clubs en Afrique du Nord où vraiment il y a une bonne lisibilité, une bonne visibilité dans l'organisation des clubs. Chez nous, ici, il n'y en a pas beaucoup. Il y a très peu de bons élèves. Si vous allez en Ligue 1, vous avez l'ASEC Mimosa, c'est connu. Le FC San Pedro, qui s'est construit, c'est connu. Le RCA, qui a un siège à Yopougon, qui a un terrain, qui a un club aussi, qui a un projet. On a Sol FC, dont certains parlent également, qui a un siège. Il semble que le club a une cité pour les joueurs. On a le Stade Abidjan, qui a un projet également important du côté de Jacquesville avec son nouveau président. On cite également la SOA, qui a son organisation légendaire lié donc, à l'armée. On a parlé également de l'AFAD, même si, voilà les quelques clubs de Ligue 1. Au niveau de la Ligue 2, on a Yamsokro FC, qui est un grand projet du côté de Yamsokro, qui a été repris par un puissant richissime, qui a un projet du côté de Yamsokro. On a Iska, on en a parlé tout à l'heure, leader donc, de la poule B, qui a un siège, qui a un centre, qui a un car et qui s'organise. En Détroit, on a Alliance de l'Indénié et Mounadios, qui, semble-t-il, ont le même président. Ils ont un siège, un immeuble, etc., etc. Et puis enfin, Ivoire Academy. Donc, quand vous regardez sur les 81 clubs, ils sont devenus 85 maintenant. 85 maintenant, Ligue 1 et Détroit, les bons élèves ne sont pas nombreux. Et c'est vraiment inquiétant. Après ça, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, quand vous regardez le cahier des charges que j'ai sous les yeux de la Fédération ivoirienne de football par rapport aux clubs, très peu de clubs remplissent les différents critères. Critères administratifs, critères juridiques, critères d'un point de vue infrastructure, critères d'un point de vue organisation, d'un point de vue financier. Donc, il n'y a absolument rien. Et ça fait peur. Donc, quand on dit, on se dit, mais quand est-ce que la révolution va se faire pour nos clubs? Quand est-ce que nos clubs vont être des miroirs magnifiques dans lesquels nous tous, on va se mirer pour être fiers de notre football local, pour dire, tiens, notre football est en train de se développer. Oui, les garçons sont bien payés, les clubs sont structurés, on les retrouve ici, on les reconnaît ici, etc., etc. On n'a rien. Et ça nous fait peur. Je dis encore, je salue leur travail, je salue leur courage, mais la réalité est là, elle est très triste. Il y a très peu de bons élèves en termes d'organisation de nos clubs au plan local. Et ça, c'est un peu dommage. Allez, Monsieur Akebo Lucien nous appelle de Yopougon Nyongon. Bonsoir, Monsieur Akebo, et bienvenue sur la 3. Merci beaucoup. Bonsoir, JD. Ouais. Bonsoir aux panélistes qui sont avec vous ce soir. Bonsoir, salut. Bien.
Je pense que comme Roger l'a dit, je pense que le nom est on peut pas, tout le monde doit dire non. Ok. Tout à l'heure, Balo a dit, il a cité 4 conditions. Mais est-ce aujourd'hui, juridiquement, même, est-ce que nos clubs existent? Il a dit qu'est-ce aujourd'hui, juridiquement, même nos clubs existent. Juridiquement, ça n'existe pas. Ça veut dire que demain, si vous avez un conflit avec chose, ça va jusqu'à dire que vous n'existez même pas sur le plan juridique. Il y en a combien pourquoi vous le dites? Parce que, ma foi, pour être reconnu à la FIF, non? Non. Il y a beaucoup de clubs qui sont dans cette situation. D'accord. Il y en a beaucoup quand même. Et puis bon, moi, je pense que le nom, il est tout le monde doit dire non. Pour terminer rapidement, tout à l'heure, vous avez parlé vous avez fait un bon éclairage de comment on appelle la Ligue 2. Aujourd'hui, quand on voit le COE Sport de San Pedro, 3 fois champion de Côte d'Ivoire de suite, qui bientôt peut-être va aller en 3e division. La JCAT, qui est l'équipe la plus ancienne d'Abidjan, aujourd'hui peut-être va aller en 3e division. Le Grand Africa Sport qui nous a fait rêver, nous autres sur tous les continents africains. Aujourd'hui, ces résultats de ces clubs prouvent que vraiment l'organisation, il n'y en a pas. Il faut avoir le courage. L'organisation n'en a pas. D'accord. Parce que les résultats sont là. C'est noté, M. Akebo Lucien. Excellente soirée à vous. Allez, merci. Sans Séverin, s'il vous plaît. Vous aurez la parole tout à l'heure. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Football ivoirien. Êtes-vous satisfait de l'organisation des clubs? C'est notre question LGT. Sans Séverin, les clubs ivoiriens ne souffrent-ils pas d'un manque d'ouverture démocratique? Car le président semble concentrer tous les pouvoirs entre ses mains. On a retourné cette question maintes fois dans tous les sens. Même quand le président en place dit qu'il veut partir, les gens lui demandent de rester. Je pense que le débat n'est même pas là. Et il y a certains amalgames qu'il ne faut pas qu'on fasse. Sur les 16 clubs de Ligue 1, la Ligue professionnelle peut en attester, chaque club a un siège. C'est-à-dire qu'il a un siège, mais ça... Sur papier? Non, même pas sur papier, dans la réalité. Mais je dis, ça ne correspond pas aux normes. Voilà, il faut le dire. Sinon, tous les clubs ont un siège. Sol FC a son siège, le Denguélé a son siège, la FAD a son siège, l'Issa Sandra a son siège. Sauf que ce n'est pas ce que les Ivoiriens veulent. Un siège doit se trouver au centre, d'un centre d'entraînement. Voilà, dans un centre d'entraînement. Ça, c'est ce que les Ivoiriens veulent voir. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Le plus gros problème des clubs ivoiriens, c'est les moyens. Les moyens. Et ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure au président de club. Certains présidents, depuis 20 ans, 25 ans, sont les seuls à financer les clubs de toute une région. Même, comme je l'ai dit, même quand il veut partir, on lui demande de rester. Dans ces conditions-là, que faut-il faire? Laisser les enfants dans de telles conditions? Non. Tout ce qu'il faut, c'est un peu plus de moyens, une meilleure organisation et surtout une vision. J'ai l'impression que beaucoup de présidents de clubs ivoiriens ne veulent pas laisser des patrimoines parce que ça va leur faire mal après, un jour, s'ils sont éjectés du club, de les laisser. À ce niveau-là, Maître Roger Onyen a réussi quelque chose d'exceptionnel. Certains clubs sont en train de le faire. Mais l'appelant a dit tout à l'heure, quand vous prenez le COE, à l'époque, qu'est-ce que Eugène Diomandé n'a pas eu comme moyen? Dans la ville de San Pedro, il y a beaucoup de terrains qu'on pouvait mettre à profit pour que le COE ait des infrastructures. Malgré les joueurs qu'on a vendus à coups de milliards, à Salé, Bowo, Kwame Christian, Lakba, bon, enfin, tous ceux-là, mais il n'y a pas de patrimoine. Donc ça, je veux dire, c'est une question de vision, c'est une question de volonté, et pour certains, c'est simplement de la méchanceté. D'accord. Allez, Henri Joël Bois, on a assisté à l'augmentation, hein, bien sûr, de l'assistance financière, hein, clairement, de la fédération, mais on remarque que ça n'a pas amélioré les choses. C'est ce que Saint-Séverin disait. Quelle est la vision des présidents du club quand ils prennent en charge le club? Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que le modèle, il est simple. Quand vous venez, vous prenez un club, et Olivier Stéphane a évoqué le cahier des charges au niveau de la FIF. Alors, qu'est-ce qu'on demande à un club? On demande à un club d'avoir des équipes jeunes. Vous savez, aujourd'hui, souvent, j'ai mal de voir qu'en début de saison, les mêmes joueurs qui ont plus de 30 ans, qui ont circulé dans presque tous les clubs, se retrouvent
à être, je dirais, les priorités d'un autre club. Normalement, ça ne se fait pas. Parce qu'ils ne forment pas. Il n'y a pas d'équipe jeune. On se lève aujourd'hui, on lance... Et des clubs de l'intérieur du pays qui lancent des tests de recrutement, à Abidjan. Ils sont là. Ils trouvent un terrain, quelque part dans une commune d'Abidjan, et puis ils lancent un test. Les gens, ils viennent par milliers. Après, on retient une trentaine, et ça fait l'effectif de la saison. Et on va à la conquête. Voilà un peu comment ça se passe. Okay. On est tous informés. Donc, c'est difficile. Donc, ça manque de vision. Et il n'y a même pas de politique mise en place par ces présidents-là, excusez-moi du terme, mais il n'y a même pas de réelle politique pour essayer quand même de pérenniser ou surtout de donner une identité réelle à ces différents clubs. Allez, merci beaucoup, c'est entendu, Henri Jouelbois. Monsieur Kofi Mathieu nous appelle de Mbato. Bonsoir, monsieur Kofi Mathieu, merci d'être là. Oui, bonsoir, le tout-puissant Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous-même? Ça va, merci beaucoup. Dieu merci, je salue la grande team. Salut. Bonsoir, monsieur. Monsieur Kofi. Monsieur Kofi, football ivoirien, êtes-vous satisfait de l'organisation des clubs? Non, on ne peut pas être satisfait. On peut pas être satisfait. Moi-même, j'ai mal quand j'en parle. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, à cause de notre mauvaise organisation, est devenue la risée de tout le monde, de tous les pays. Ceux qui copiaient sur nous hier, aujourd'hui, sont devant nous. Les gens, des présidents ont décidé de créer des clubs parce qu'ils ont pensé que la FIFA allait leur donner assez d'argent pour s'enrichir. Ils n'ont aucun papier, ils n'ont aucun stade. Souvent, quand tu es à Abidjan, même tu passes, tu vois des équipes en train de s'entraîner dans du sable. Mais comment on peut organiser un football d'un pays comme la Côte d'Ivoire de cette façon-là? C'est difficile. Ouais. Malheureusement, les différents présidents de fédérations aussi qui se sont succédés, bon, n'ont pu faire ce qu'ils pouvaient. Voilà, ils ne sont pas eux-mêmes professionnels dans l'organisation, ce qui fait que les clubs sont restés comme ça. Vraiment, c'est dommage, mais honnêtement, on ne peut pas se satisfaire d'une organisation pareille. Allez, c'est noté. C'est votre avis, monsieur Kofi Mathieu, et on respecte votre avis. Merci beaucoup. Plus 225 27 21 59 93 99. Vous pouvez nous appeler. Football ivoirien, êtes-vous satisfait de l'organisation des clubs? Ballot, Roger Stéphane a évoqué les cahiers des charges. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la véritable solution pour qu'on puisse avoir une organisation potable? Oui, bien sûr, hein, parce qu'on l'a dit, puisque les présidents n'ont pas de vision, donc il faut les contraindre à un moment donné à respecter un certain nombre de règlements. Oui, bien sûr, et c'est en cela que le respect du cahier de charge, pour moi, peut être un aspect contraignant pour, pourquoi pas, faire avancer les clubs. Hein. Je pense que la fédération a édicté ce cahier de charge de sorte à ce que ces clubs-là puissent avoir les normes, avoir des centres d'entraînement fixes, avoir des infrastructures dignes de ce nom, pouvoir évoluer dans des stades qui leur appartiennent, ça c'est à une échéance lointaine. Ouais. Mais effectivement, il faut contraindre pour moi ces clubs-là à respecter le cahier de charge. Mais d'autres diront que certains clubs n'ont pas les moyens de respecter ce cahier de charge. Mais je pense qu'il faut trouver des palliatifs pour permettre d'assurer ne serait-ce que le minimum. Roger, non, je veux dire, sur la même question. Voilà, sur le cahier des charges, je l'ai devant moi, il a des dispositions assez compliquées quand même. C'est vrai que pour le remplir honnêtement et objectivement, si la fédération doit être très regardante, on ne va pas avoir beaucoup d'équipes qui vont participer au championnat. Parce que très peu de clubs peuvent véritablement remplir les cahiers des charges. Il y a beaucoup d'éléments. Mais on joue avec les clubs qui remplissent. Non, je suis d'accord. Hein. Je dis quand même, la fédération doit s'atteler pour que de façon progressive, on y arrive. Mais c'est vraiment difficile. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez posé une question intéressante tout à l'heure. Est-ce que les présidents de clubs sont des rois intouchables au sein de leur club? Mais je dis, qu'on soit roi intouchable ou pas, moi, je regarde les mauvais élèves du football ivoirien, les mauvais élèves. Les clubs mythiques comme Africa, Stella, Bassam, Asie, Gaïwa, Denguele, Boisflé, Issia, Benjerville, c'est des clubs mythiques du football ivoirien. Je veux dire, les présidents des clubs connaissent parfaitement le football, peut-être mieux que nous. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'avance pas? C'est pour ça que je dis, est-ce qu'on a le droit, par exemple, au niveau de l'État et ses démembrements, mairie, conseils régionaux, est-ce qu'on a le droit d'abandonner l'Est Denguele dans les mains d'un seul individu? Pourquoi? Est-ce qu'on peut se permettre d'abandonner Korogo dans les mains d'un seul individu? Pourquoi? C'est pareil pour Bassam, c'est pareil pour l'Asie d'Abengourou. Je dis les défaillances
sont peut-être au niveau des présidents des clubs, mais sont aussi au niveau de nos localités. Parce que l'Est d'Enguélé, là, je ne sais pas s'il y a des réformes dans les tests qui ont permis à certains individus ou personnalités de s'asseoir sur le club, ou alors c'est qu'au niveau de nos localités, on ne s'intéresse pas à la vie du club. On ne s'intéresse pas, on ne veut rien faire. Mais c'est grave. Parce que si chacun s'implique dans le club de Korogo, Asie, Man, Daloa et autres, je pense qu'on peut avoir une esquisse de solutions pour permettre au président des clubs d'avoir autour de lui une organisation qui permet d'associer plusieurs intelligences pour construire le club et d'avoir un peu plus de moyens à travers les mairies et les conseils régionaux pour bâtir le club. Donc la réalité là, c'est que j'ai le sentiment que depuis certaines années, on a laissé les clubs aux mains des personnes. Est-ce que ces personnes-là ont fait des actions de telle sorte que les clubs leur appartiennent aujourd'hui? Je n'en sais rien. Ou alors c'est un échec collectif. Donc l'un des problèmes aussi, il est là. Parce qu'on a attiré sur les présidents de clubs dans tous les sens. On dit ils n'ont pas statut juridique, etc., etc. On peut regarder ailleurs. On peut regarder ailleurs. D'accord. Parce qu'eux aussi, leur mérite, ils font vivre notre football. Parce que, Jean-Baptiste, tout le monde critique les présidents des clubs. Mais très peu créent des clubs. Personne ne crée des clubs. Personne ne vient dans l'activité. Les gens sont riches, assis à la maison. Ils ne créent pas de clubs. Ils ne prennent pas des clubs. Les gens sont assis à la maison. Ils sont intelligents. Ils sont dans les critiques. Ils ne prennent pas les clubs. Donc, il faut tout le monde ne peut pas créer. Oui, mais je dis. Tous ceux qui sont banquiers ne peuvent pas avoir des banques. Ça, c'est vrai. Non, ça, c'est pas là. S'il vous plaît, ça, c'est vrai. Je dis qu'il faut ouvrir la cuvette pour regarder dedans, pour continuer de trouver la solution. Les présidents des clubs, pour beaucoup, sont limités, mais ils font beaucoup d'efforts vraiment pour le football. C'est noté, merci. Je vais prendre deux exemples. Parce que l'Asie d'Abengrou, par exemple, il y a cela 3 ans, le président de l'Asie avait décidé d'abandonner le club. Et moi, j'étais de la délégation, j'étais de ceux qui étaient à Bengrou pour essayer d'avoir les informations relatives à cela. Et ce qu'il avait évoqué, c'est que le conseil régional et presque toutes les autorités de la ville avaient laissé le club à sa charge et ça devenait difficile. Donc, il avait décidé de laisser tomber le club. Il a fallu l'intervention du roi, la Fédération ivoirienne de football a fait partie, M. Sametiassé, pour essayer de le dissuader d'abandonner le club et il a continué. Ensuite, vous avez aussi des clubs, par exemple, qui portent les noms de certaines régions, mais qui appartiennent à des individus, notamment le club de Bafing, l'US Bafing, qui appartient à M. Sinani Dosso, mais qui porte le nom de la région de Touba. Donc, c'est un peu différent et c'est cela aussi, c'est difficile. Et puis, des clubs qui ne veulent pas retourner dans leur région. Ça aussi, il faut le dire. Parce qu'on ne peut pas vous aider si vous êtes à Abidjan. C'est compliqué. Pourtant, vous avez, par exemple, des terrains, parce que lors des indépendances tournantes, quand même, chaque ville, au moins chaque grande ville, a eu un stade. Absolument. Vous pouvez retourner dans votre ville, essayer avec le conseil régional, si bien sûr l'aide y est, rénover les stades, accueillir vos matchs à domicile et permettre quand même à la population non seulement de faire corps avec l'équipe, mais aussi de participer à la vie de l'équipe. D'accord. Ça aussi, c'est une solution. Merci beaucoup, Henri Joël. Monsieur Gossé, s'il vous plaît, sans Sévérin, permettez-moi de vous donner la parole pour que vous puissiez développer. Merci. Je vais prendre l'avis d'un appelant et juste après, vous aurez la parole, sans Sévérin. Monsieur Gossé, Achille nous appelle de Yopougon à Zito, plus précisément. Bonsoir, monsieur Gossé Achille. Bonsoir, monsieur. Merci d'être sur la 3. Je vous en prie. Ce soir, nous touchons encore une fois à un sujet concernant le football ivoirien et la question est la suivante. Êtes-vous satisfait de l'organisation des clubs? Ben, apparemment, rien du tout n'est fait. D'ailleurs, le football régresse par l'inorganisation de ces clubs. Aujourd'hui, le club ne peut que se reposer sur son public. Moi-même qui vous parle, j'ai été président communal de l'Africa. De Bouna à Bangourou et à Abidjan, on m'a même nommé président des comités communaux de l'Africa de l'intérieur. Mais moi, je suis déconnecté du football ivoirien. Pourquoi? Un président de club ne peut pas construire un stade. Il ne peut que s'appuyer sur ses supporters. Et c'est pour cela, justement, on vous a dit ici que prenez en compte les désidératas des supporters. Sans nous, rien ne peut être fait. Aujourd'hui, nous comptons sur les journalistes pour nous motiver à reprendre le chemin des stades. Sans nous, je pense que, moi je dis sincèrement, le football est en train de régresser et c'est vraiment difficile. D'accord. On a raté une occasion, mais rien n'est gâté. Il faut 4 ans après, on verra
ce qui va se passer. Et ça, les supporters, rien ne peut être fait. C'est noté. Je sais où vous l'en venir, mais en tout cas, merci beaucoup, M. Kossé. Excellente soirée à vous. Merci beaucoup. Oui, allez, sans sévère maintenant. Jean-Baptiste, je voulais prendre un exemple d'un club que je fréquente. Vous êtes en quelle classe là-bas? Le Denguélé. Allez-y. Le président du Denguélé, il y a 1 an de cela, a décidé de faire du club une société sportive. Et donc, tous les cadres de la région peuvent venir prendre des actions là et faire grandir le club. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais rappelez-vous, quand le Denguélé, face au stade, est monté en première division, j'ai vu des ministres du gouvernement sortir de nulle part et venir s'approprier la victoire, la montée en Ligue 1. Il y a eu des promesses qui ont été faites. Il y a eu quelques dons qui ont été faits, mais c'était juste sur 2 jours, 3 jours. Après ça, tout le monde disparaît et M. Koné Aboulaye, il est face à ses responsabilités, il est face à ses difficultés. C'est ce que je dénonce. Ça, c'est ce qui rend difficile la mission de certains présidents de club. Vous avez une ville comme Bouaké. Quel cadre il n'y a pas à Bouaké pour aider Diabaté Issa dans sa tâche? Parce que si les localités, les collectivités sont impliquées, on peut par exemple donner une parcelle de terre à Bouaké et faire en sorte qu'avec l'aide des supporters et de tous les cadres, on construise le club. Mais ça, c'est difficile à faire pour certains. Comme on le dit, certains clubs sont abandonnés à des individus et ces individus-là ne peuvent pas faire plus qu'il le faut. Cette année, le Denguélé fait partie des clubs avec le plus de sponsors, en plus de l'ASEC et de l'IS Sandra. Moi, j'ai été même étonné par leur transformation, que ce soit digitale ou par d'autres canaux. Mais ça, est-ce que ça suffit pour faire grandir le club? Mieux, pour retourner dans sa région, il faut que ce soit l'État, par le biais de l'ONS, qui réhabilite les stades. Parce qu'aucun club ivoirien n'a les moyens de se construire un stade, même pas la SEC. C'est impossible. C'est noté. Donc ça aussi, il faut donner un coup de main au président du club. Ça, c'est dans le cahier des charges. C'est ça. Ça veut dire que si on ne touche pas le problème de fond, en ce qui concerne le football ivoirien, on va tourner en rond pendant longtemps. D'accord. Le problème du football ivoirien, c'est d'abord l'État, c'est ensuite les clubs. L'État, quand je dis État, grand État, c'est des bombements que sont les localités. Ensuite, les clubs et les supporters. C'est ceux-là qui peuvent développer notre football. Et puis après, la fédération va surfer là-dessus. Mais si on a ciblé seuls les présidents des clubs, on est très loin. Parce que quand on était enfant à l'intérieur du pays, vous avez des équipes comme River Club de Daloa ou bien l'ASEMAN. Mais ça n'appartenait pas à des individus. C'était des fiertés régionales. Toutes les régions se reconnaissent dans une équipe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? C'est un monsieur de très bonne volonté, un passionné, mais qui malheureusement n'a plus d'argent. Qui lui seul porte un club. Mais ça ne peut pas marcher. On va prendre l'avis de M. Traoré Aboubacar. Balo, vous voulez réagir? M. Traoré Aboubacar d'abord, s'il vous plaît. Bonsoir, M. Traoré Aboubacar. Oui, bonsoir. Ali, merci d'être avec nous. Quel est votre avis sur la question de ce soir? Oui, bon. Je dirais d'abord bonsoir à toute la grande team. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Merci à tout ce que vous faites pour le sport. Ok. Bon, mon avis, je voulais dire que les clubs seuls, en tout cas, ils pensent que les clubs ne peuvent pas. D'accord. Et surtout les présidents de clubs, ils font ce qu'ils peuvent. Bon, la question même moi me pose dans tout ça, les clubs même, ils gagnent combien? Un club qui est champion de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il gagne comme argent? Le premier, le deuxième, le troisième, les 10 premiers, qu'est-ce qu'est la somme? On ne sait pas. D'accord, mais où vous voulez en venir concrètement, M. Traoré? Je voulais en venir à dire un peu que les présidents de club seuls, au moins il faut que l'État s'implique, mais il faut mettre au moins une somme pour le champion de Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, ils sont... Parce que le président... D'accord, donc vous voulez parler d'aide de l'État envers les clubs? Envers le club. Si le champion de Côte d'Ivoire a moins, il ne sait pas, c'est un exemple, 1 milliard ou 2 milliards, ça va vraiment booster les gens à investir. Mais quand tu dépenses à la fin de la saison... Si tu as 20 millions, c'est petit. Tu es champion et ce que tu gagnes, ça ne vaut même pas la moitié de ce que tu as dépensé. De ton investissement, de ton investissement, là, vraiment... C'est une perte, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. D'accord, merci beaucoup.
Vraiment, merci bien. Allez. Ok. Ballot. Oui, moi ensuite Henri Jo, nous allons terminer. Je suis d'accord avec l'implication de l'État. Il faut dire que dans d'autres pays, l'État a une vision de ce que c'est que le développement par le sport. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais insister. C'est vrai qu'on demande l'implication de l'État, mais que font les présidents de clubs pour susciter l'implication de l'État? Je suppose qu'il n'y a pas grand-chose. Donc moi, j'aimerais exhorter, encourager ces présidents de clubs qui souffrent à aussi susciter l'implication de l'État à travers une certaine forme de transparence, de crédibilité aussi dans la gestion, à travers aussi une certaine forme de lobbying envers certains démembrements de l'État afin qu'on puisse les aider, je pense. D'accord. Henri Joël. Il y a une nuance un peu. Assez rapidement. Oui, j'ai apporté une précision quand même. L'État finance quand même la fédération. Il y a la parafiscalité. C'est une manne financière qui a apporté la fédération pour son fonctionnement, qui est distribuée d'ailleurs à toutes les fédérations. Ensuite, vous avez une loi dans le Code général des impôts. Il y a une loi qui a été votée qui dit que les structures commerciales peuvent financer les clubs à hauteur de 200 millions de francs CFA, déductibles de leurs impôts à 100%. Ça existe. Seulement que la loi est là, mais c'est l'incitation là qui n'est pas encore là. C'est l'incitation qui n'est pas encore là. Sinon, il faut reconnaître quand même que la loi est là. L'État a trouvé la formule, la loi est là, mais c'est l'incitation. Mais surtout, la non-implication de nos collectivités, de mon point de vue, qui reste, que vous avez déjà rappelé d'ailleurs. D'accord, Henri Joël. Sinon, l'État... Prenons un monde merveilleux où l'État a créé toutes ces infrastructures-là. Ce n'est pas l'État qui va venir créer, par exemple, un centre de formation pour un club. Ah non. C'est ça. C'est pas l'État. Et encore ramener les supporters. Nous avons des clubs à l'intérieur du pays qui ne manquent pas d'infrastructures parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est les stades pour s'entraîner, mais qui n'ont pas de centre de formation. Donc c'est la volonté. Donc, en fait, c'est pour ça que je parle de volonté et surtout de vision. Quand on prend un club, qu'est-ce qu'on a comme vision? On se dit, bon, d'ici 10 ans, il faut que j'arrive à transférer 10 joueurs, mais avant cela, il faut que ces joueurs-là arrivent à jouer pour mon équipe au moins 3 saisons. Au moins, on s'est fixé ça. Mais Henri Joël, est-ce que vous pensez que le président de l'Élysée de Sassandra n'a pas de vision? Est-ce que vous pensez que le président de l'Est d'Anglais n'a pas de vision? Est-ce que vous pensez que les présidents de club n'ont pas de vision? Il y a une vision. Roger, s'il vous plaît. La réalité, c'est quoi? Roger Stéphane, s'il vous plaît, vous avez posé des questions. Aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens pour vous accompagner. S'il vous plaît, Roger Stéphane. C'est très simple. Vous prenez un club comme le Racing Club. Aujourd'hui, le Racing Club vend des joueurs, mais le Racing Club est arrivé quand? De Cissé Institut, le centre de formation, en passant par Kokumbo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé quoi? Ils ont développé ce modèle-là en prenant les enfants, en signant un partenariat avec une école à Yopougon. Les enfants fréquentent la même école. 5 ans après, l'équipe se retrouve en Ligue 1. Aujourd'hui, le club est en train de se construire un centre quelque part sur l'autoroute d'Abidjan. Et ça se passe bien. D'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce qui a manqué aux clubs mythiques dont vous avez donné les noms ici, de faire le même modèle? Pareil. Merci beaucoup, Henri Joël. S'il vous plaît, nous allons prendre d'autres réactions. Enfin, bref, c'est un micro-trottoir d'avoir réalisé sur la question suivante. J'aime vraiment le football, mais depuis longtemps, ça fait quelques années de cela, je ne regarde même plus l'organisation du football ivoirien. Parce que je me suis rendu compte que le football ivoirien était mal organisé. Il n'y a pas de bonnes structures, ce n'est pas bien structuré comme en Europe. Parce que ici, les footballeurs ne sont pas bien encadrés, ils n'arrivent pas à vivre de leur passion et de leur travail. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que le foot en Côte d'Ivoire est mourant. À comparer aux équipes d'avant, 90, je crois que maintenant, là, il y a eu un très grand changement. Et puis ceux qui sont à la base de ce changement-là, de ce mauvais changement-là, moi je pense que c'est les dirigeants des clubs eux-mêmes. Je ne suis pas satisfait de l'organisation des clubs dans notre pays, parce qu'aujourd'hui nous avons des clubs comme ASEC et nous avions aussi des jeunes qui jouent très bien au foot, mais ce ne sont pas des primes qui méritent qu'on les donne en fait. Le club qu'on voit plus, on parle plus de l'ASEC. On parle plus de l'ASEC. Voilà, c'est eux qui sont mis en valeur. Et puis, eux, bon, quand on regarde le cadre dans lequel ils se mettent au travail, bon, c'est un peu mieux que pour les autres clubs. Allez, vous suivez la 3 et votre émission La Grande Team. Ah, une information qui n'est pas vraiment bonne. L'ABC Fighters a perdu sur le score de 73 à 80. Ils étaient face à Reg. En tout cas, on croise les doigts pour la suite. On va boucler la question LGT, oui? Oui. Aujourd'hui, moi, la seule chose pour laquelle je peux féliciter les clubs, c'est le plaisir qu'ils nous donnent à travers certains talents en Ligue 1. J'ai entendu l'appelant tout à l'heure dire qu'il n'y a pas de joueurs à venir voir en Ligue 1. Non, ce n'est pas vrai.
Il y a Diarra-Souba, ça il faut aller voir à la SEC Mimosa. Il y a Outro Patrick à aller voir à Lys. Il y a Diawa, il y a beaucoup de talents. Il y a Dibu Béranger à aller voir au FC San Pedro. Il y a des talents. Par contre, aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes parmi nous regardent les matchs du championnat avec les yeux qu'ils prennent pour regarder les matchs de Liverpool, du Real, du PSG. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas voir les talents. Il faut aller au terrain pour voir les joueurs. Et à ce niveau-là, la fédération doit changer son discours envers les supporters. Parce que ça, les clubs ont réussi au moins à former des équipes avec des joueurs talentueux. Pour beaucoup, il faut aller les voir. Ça va encourager les présidents de clubs à avoir des moyens. Oui, Roger. Si certains de nos présidents de clubs, passionnés que je connais, avaient les moyens de Katumbi et Motsepe, ils auraient fait de grandes choses. Merci beaucoup à tous. Allez, sans Séverin à parler de clubs européens, justement, nous allons marquer une courte pause. Quand on reviendra, bien sûr, on parlera du duel de feu qui aura lieu à Santiago Bernabéu entre le Real Madrid et Liverpool. À tout de suite. Bonne réponse. Attention! Vous avez gagné! Regardez ce qu'ils ont gagné! Un congélateur horizontal, un réfrigérateur grand format! Magnifique casque Bluetooth offert par la 3. Belle valise avec un mixeur de 1,5 litre. C'est à vous, hein, c'est à vous, prenez-le. Ça là, c'est pour vous. Prenez vos lots, restez avec moi, on va danser tout à l'heure. Appelez et gagnez, surtout jouez. Voici comment ça marche. C'est tout simple. Appelez le 27 21 59 93 99. Choisissez une catégorie, répondez juste aux questions de cette catégorie et repartez avec votre lot. Je me trouvais devant la télévision. D'accord. Et je ne faisais que lancer l'appel. Gérard Kwasi, bonjour. Oui, bonjour. Vous jouez dans quelle catégorie ce matin, dites-moi? Je réponds aux questions et puis... C'est de la réalité, ce n'est pas de la fiction. Avant de gagner, tu voulais. Maintenant, quand tu as gagné, tu danses. Jouez et gagnez avec le deal du lundi au vendredi à 11h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. L'heure des tchatcheurs. Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs avec vos consultants maîtres dans la controverse. Quand on reste longtemps numéro 1, c'est qu'il y a une constance et une régularité dans les performances, dans les résultats. Attends, tu parles de quoi là? Tu alignes le mot comme ça parce que tu veux parler? C'est moi qui dirige le débat ici, s'il vous plaît, vous vous calmez. L'heure des tchatcheurs. Pour conquérir l'Afrique, il faut avoir un effectif de grande qualité. On a les grands joueurs, mais il faut tactiquement savoir les utiliser. 27, 21, 59, 93, 99, c'est ce qu'il dit. C'est clair. Le monsieur est en train de bâtir une équipe. Il n'est pas au bout du processus, ça. L'heure des tchatcheurs. Retrouvez Magat et ses tchatcheurs du lundi au vendredi à partir de 10h. Le débat plaisir, c'est toujours sur vos antennes. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Les huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'UEFA se poursuivent. Ce mercredi, Liverpool tentera une incroyable remontada à Santiago Bernabéu face au Real Madrid après sa défaite du match aller. Et en ce moment même, Porto-Inter, c'est 0-0. Et Manchester City est en train d'étrier RB Leipzig sur le score de 6-0. On joue 90 minutes, le match prendra fin dans quelques minutes seulement. Alors messieurs, est-ce que vous croyez en une remontada de Liverpool à Madrid? Pour finir, Ardoise, rapidement, et vous allez, comme l'exercice précédent, argumenter tout simplement. Non, pour Roger Stéphane, encore une fois, non à 100%, encore, sans Séverin. Non, parce que cette année, ce Liverpool est trop fébrile. Liverpool était fort quand la défense centrale était composée de Van Dijk et de Joël Matip, le Camerounais. Cette année, autour de Van Dijk, il y a beaucoup trop de joueurs qui tournent, il n'y a pas d'automatisme. Au milieu de terrain, un garçon comme Thiago Alcantara n'est pas là, Fabinho n'est pas au mieux de sa forme, Henderson ne peut pas faire tous les efforts comme il les faisait avant. Devant, on ne le dira pas assez, Sadio Mané
manquent. Tous ceux qui ont essayé de les remplacer ne tiennent pas la baraque. Il n'y a que Mohamed Salah. Darwin Nunez est en train de se réveiller, mais ce Liverpool est un peu trop faible pour la qualité technique que le Real a. Le Real, c'est combien d'années d'automatisme? Vini Junior est devenu aujourd'hui un poison international. Karim Benzema a une technique raffinée avec un peu de Ronaldo et de Zlatan Ibrahimovic. Enfin, au milieu de terrain, Toni Kroos et Modric. Franchement, comme le dit Mourinho, on ne peut pas faire leur photocopie. Donc, c'est un Real Madrid souverain. Inoxydable, inoxydable, c'est un Real Madrid souverain. Liverpool va peut-être tenir, peut-être à la limite faire un match nul si l'équipe ne prend pas encore de carton. Mais bon, non, le Real va passer tranquillement. D'accord. Et Kevin De Bruyne vient de rendre beaucoup plus lourd le sac des buts. 7-0 à présent. Henri-Joël Bois sur notre match de demain. Écoutez, Liverpool a fait un très bon match face à United, 7-0. Peut-être ils ont marqué les buts qu'ils devaient marquer à l'aller. Non, sur ce match. Voilà, sur ce match retour, ils ont déjà inscrit les buts parce qu'avec ce score-là, ils se seraient qualifiés devant le Real Madrid. Mais pour être un peu plus sérieux, vous savez, c'est une équipe du Real quand même qui est très très en forme depuis presque 3 saisons. Liverpool est en train de douter, même si l'équipe se réveille à un temps soit peu. Maintenant, aller battre cette équipe du Real à domicile, ça sera compliqué. Ils peuvent peut-être battre, oui, mais bon, se qualifier, ça sera super compliqué. Donc, c'est pour cela que j'ai mis le nom. Maintenant, il y a l'incertitude qui peut planer aussi au niveau de ce match. Mais de là à éliminer le Real Madrid, ça sera difficile à mon avis. Quintuplé de Erling Haaland, je suis en train de voir, c'est tellement ahurissant. La fête terre les critiques. Bon, Quintuplé, on a éliminé Messi et Mbappé pour la Ligue des Champions. Non, c'est fini. Bon, pour le Ballon d'Or, on va regarder Haaland pour voir. D'accord. Elle n'a pas joué la Coupe du Monde. Bon, c'est compliqué tout ça. Maintenant, Liverpool, bon, écoutez, Liverpool, ils sont sur une défaite en championnat face à Portsmouth. 1-0. Bon, ils ont perdu le pré-match à l'aller 5-2, doivent marquer 4 buts. Bon, j'avoue que c'est un peu compliqué quand même. Parce que cette année, ce n'est pas une très belle saison pour l'équipe de Liverpool. Depuis le départ de Sadio Mané, on sent qu'il y a un ressort qui est cassé. C'est une défense qui n'est pas sereine. C'est une équipe qui n'est pas souveraine comme elle a toujours été. C'est vrai qu'elle a réussi quelques gros matchs, notamment l'exploit face à Manchester United 7-0. Mais c'est peut-être le grand fait d'âme de la saison. Mais après ça, il n'y a plus rien. Et puis en face, vous avez une équipe du Real de Madrid qui est dans son champ, qui est dans son atelier. C'est cette Ligue des Champions. Là, j'ai vu que dans la préparation de ce match, Carlos Ancelotti a fait visionner à ses garçons la vidéo de leur remontada face à Chelsea la saison dernière. Vous étiez menés 3-0, puis ils sont revenus. C'est-à-dire qu'il est en train de faire un travail psychologique pour permettre à ces garçons d'être encore plus performants face à l'équipe de Liverpool. Donc le schéma est un peu trop compliqué pour les Reds. Bon, maintenant, ça reste un match de football. Souhaitons qu'ils fassent un grand match, tout simplement, parce que le Real de Madrid, c'est leur rendez-vous pour nous donner de grandes sensations. Mais là, aller battre le Real cette année, qui est deuxième de la Liga derrière le Barça, ça semble quasiment cuit. Il leur reste un grand coup à jouer. C'est cette Ligue des Champions. Donc, à mon avis, ça va être un match extrêmement difficile pour l'équipe de la Juventus. Oui, improbable. Hein. Je pense que Saint-Séverin avait touché du doigt la fébrilité défensive. Hein. Je pense qu'il s'agissait de Joe Gomez, qui a été impliqué sur deux buts du Real Madrid. Donc, son association avec Van Dijk ne marche pas du tout, Joe Gomez et Virgil van Dijk. Mais en plus, offensivement, il faut dire qu'on a un Mohamed Salah en dents de scie. Et Liverpool doit marquer 4 buts pour éliminer le Real Madrid sans en encaisser. C'est-à-dire que lorsqu'on voit le dispositif offensif du Real Madrid, Saint-Séverin a parlé de Benzema, de Vinicius, mais aussi Rodrigo Gauche, qui est le joker de luxe du Real Madrid, qui peut entrer et faire la différence à tout moment. On a Federico Valverde, lui aussi, qui peut faire des étincelles. Lorsqu'on regarde l'équilibre attaque-défense, clairement, on voit mal Liverpool s'en sortir à moins d'un miracle. C'est vrai qu'ils l'ont déjà réalisé face au FC Barcelone, mais c'était pas dans la même proportion. Je pense pas à Barcelone, ils l'ont fait. Oui, ils ont marqué 4 buts, mais il ne s'agissait pas de remonter 4 buts. Je me souviens, c'était le Barça. Voilà, c'était 3 buts que Liverpool devait marquer. Voilà, ils l'ont fait.
Mais 4-0 face au Real Madrid. Est-ce que les miracles existent 2 fois? J'en pense pas, mais on va voir. D'accord, merci. De toute façon, la seule remontada, c'est celle du Barça face au PSG. Et de Liverpool face au Barça. Allez, un mot rapidement, nous terminons cette émission. Un mot rapidement sur la défaite de l'ABC, rapidement, 73-80. Ouf, on ne s'attendait pas à ça. On espérait voir une victoire avant d'affronter l'ogre de la poule, l'US Monastir. Alors maintenant que la défaite est là, il faut se remobiliser pour aller affronter cette équipe de l'US Monastir avant d'affronter Kwara Falcon et terminer avec le Stade Malien. 4 places à prendre. 2 équipes sont bien parties pour l'instant. Il s'agit du REG et de l'US Monastir. Il va falloir s'inviter à la table de ces équipes-là et espérer la qualification. D'accord. Allez, Kwara Falcon a perdu face au Stade Malien, 74-78. Et puis derrière... Donc, le Stade Malien a les mêmes stats que l'ABC, c'est-à-dire victoire-défaite. Ouais. L'ABC a bien commencé son match aujourd'hui avec beaucoup de réussite au tir extérieur, surtout avec un Konaté Stéphane, quand il est entré, il a aligné 3 points de suite. Et donc, je pense que l'équipe a perdu pied dans les derniers quarts-temps. Mais bon, avec la science de coach Liz Mills, j'espère que l'équipe va se remettre parce que le recrutement est quand même exceptionnel du côté des ABC Fighters. Merci beaucoup, messieurs. Et quand on reprend dans les détails, le premier quart-temps a été dominé par l'ABC 20-17. Le deuxième quart-temps 24-20, toujours en faveur de l'ABC Fighters. Et puis les 2 derniers quart-temps ont été pour les REG, enfin pour REG, tout simplement. 26-18 et 17-11. Au premier match, c'était le même schéma. Voilà, on avait gagné les 2 premiers cartons et perdu les deux derniers cartons. Merci beaucoup, Ballot, Roger Stéphane, Sansevera, Henri-Joël Bois. La grande team pour aujourd'hui, c'est terminé. On se donne rendez-vous dès 20h30. Soyez tous au rendez-vous. Vous connaissez, vous le savez, vous êtes sur la 3, la chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport.